On a extrait les questions, les 5 questions, et une à une, on va essayer d'apporter un tirout, d'accord, en essayant de dégager, en fait, on va dire des idées de psychologie ou psychanalytique. Alors la première question, et c'est vous qui l'a souligné, c'est la raison du pourquoi des prénoms, Caïn et Havel. Pourquoi Caïn s'appelle Caïn et Havel, on ne nous explique pas. Alors ça, ce qui est intéressant pour comprendre tout dans l'épisode, et ça c'est quelque chose qui se retrouve dans la psychanalyse, c'est le fameux retour à l'enfance. Freud, c'est un neurologue. C'est un neurologue qui apprend la neurologie et qui se rend compte que la neurologie, elle a ses limites. On en avait parlé l'année dernière. D'accord ? Le cas typique de l'époque que les neurologues n'arrivent pas à résoudre, c'est l'hystérie. Ils ne comprennent pas les crises d'hystérie. C'est des femmes qui, d'un coup, se mettent à pleurer, à avoir des espèces de signes cliniques très théâtraux, et on n'arrive pas à savoir ce qu'elles ont. Alors, il y a un grand médecin, le grand neurologue qui s'appelle le professeur Charcot, à Paris, qui fait ses grandes démonstrations à la Pitié-Salpêtrière et qui invite à l'hypnose. D'accord ? Charcot, c'est un professionnel de l'hypnose, et en séance, il y a une célèbre peinture, on voit Charcot qui est en séance et qui hypnotise, et en fait qui est capable de reproduire, par exemple, je vais vous donner l'exemple typique, c'était la femme atteinte d'hystérie, d'accord ? C'était la plupart du temps des femmes, qui était paralysée des 2 jambes, elle était paralysée, et au moment de la séance d'hypnose, elle était capable de se lever sur ses 2 jambes et de marcher. D'accord ? Et ça, Charcot est capable de le faire. Ça impressionne tout le monde, mais personne n'est en mesure d'expliquer le pourquoi du comment. Et Freud y perçoit la limite des interventions de Charcot, parce qu'il se dit, mais Charcot, c'est impressionnant, effectivement, il a un bout de la solution. Il a un bout de la solution parce qu'il arrive à la faire marcher. Le problème, c'est que la séance est finie. Cette pauvre dame retourne dans son fauteuil. Et il n'y a rien qui s'est amélioré. Et Freud va se poser la question, il va se dire, mais comment je peux trouver un tirout, une solution qui me permette d'avoir un effet dans le temps, et pas simplement un effet en séance, pendant la séance d'hypnose. Et c'est à partir de là qu'il va développer ce qu'on va appeler la thérapie analytique. D'accord ? Il va recevoir des femmes. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va les écouter. C'est le premier à vouloir les écouter, à les laisser parler. Charcot, dans l'hypnose, c'est très inductif, l'hypnose. D'accord ? Maintenant, vous vous endormez. Vous écoutez ma voix, etc. Vous en avez vu, c'est très vulgarisé aujourd'hui. D'accord ? Dans l'hypnose, on induit quelque chose. Freud, il s'assoit, il leur dit « je vous écoute ». Et alors Freud, dans ses premiers patients, il va remarquer que la majorité des patientes qu'il reçoit, d'accord, lorsqu'on revient à leur enfance, à leur histoire dans l'enfance, elles ont toutes été victimes d'abus sexuels. Dans leur enfance, elles ont cet épisode commun. Et donc Freud va faire ce qu'on appelle une théorie, la théorie de la séduction. Et le mot séduction n'est pas à prendre dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Le mot séduction, à l'époque, ça vient traduire des violences de cet ordre-là. Et donc, il va expliquer que ce qui explique ce syndrome d'hystérie, c'est précisément le fait qu'elles ont été la victime, par leur père parfois, leur frère et ainsi de suite, de violences de cet ordre-là. Alors, il va y avoir quand même un basculement, ça je vous le dis pour votre culture générale, où à un moment, Freud va s'exprimer en disant « je ne crois plus en ma neurotica ». Et effectivement, il va expliquer que c'est impossible, que c'est pas possible, que sur toutes les patientes qu'il reçoit, elles aient toutes été victimes d'abus sexuels. Et donc, il va dire que c'est de l'ordre de l'inconscient, du fantasme. Et c'est à ce moment-là que Freud, et alors ça va être beaucoup critiqué, et vous savez qu'aujourd'hui, c'est passionnant parce que tous les mouvements de société, de MeToo, etc., les psychanalystes, il y a une psychanalyse justement qui s'est penchée sur la question, et on voit que les psychanalystes ne donnent pas forcément leur avis sur ça. Mais parce que même dans l'histoire de la psychanalyse, il y a un espèce de grand tabou autour de ça. Freud qui bascule et qui dit à un moment, ma théorie de la séduction, ma neurotica, je n'y crois plus. C'est pas possible qu'elles étaient... Donc c'est de l'ordre du fantasme et c'est la découverte de l'inconscient. Et Freud va découvrir l'inconscient et c'est à partir de là qu'il, comme je vous l'ai dit, va développer ces différents topics, c'est-à-dire ces façons de comprendre le psychisme. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que finalement, dans les prémices de la psychanalyse, il y a ce retour à l'enfance. Et de manière grossière et vulgaire, lorsque vous parlez de psychanalyse, souvent on dit « Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance ?» et ainsi de suite. Mais c'est à partir de là que c'est né en fait, pour vous expliquer d'où ça vient. De la même manière, je vous invite à cet exercice avec Caïn et Abel. Si on arrive à comprendre les déterminants de ce qui s'est passé à leur naissance, peut-être qu'on va comprendre l'évolution. Et qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance ? On a une femme, Chava, qui appelle son fils Caïn, et qui nous dit qu'est-ce que ça veut dire Caïn ? Kaniti ish et Hachem. Littéralement, j'ai acquis un homme avec Dieu. J'ai acquis un homme avec Dieu. Autrement dit, Caïn, son nom, ça veut dire un bien, une acquisition, un kinyan, un objet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
C'est-à-dire que la première mère du monde, la première mère, elle appelle son fils un objet, un bien. Kaniti ish et Hachem. Dieu m'a fait acquérir un bien. C'est la preuve. Qu'est-ce qui lui prend à Chava? Par quoi elle est traversée pour appeler son fils Kinyan, objet, Caïn? Alors Chava, elle a en vérité un conflit, un double conflit interne. Chava, elle a un double conflit. Le premier conflit, c'est le conflit de sa création. D'accord? Ça, c'est une évidence. Chava, je reprends le texte de la Torah. Vaikar achat mitzar'otav. Kadosh Baruch Hu, il a pris mitzar'otav, une des côtes d'Adam Arishon. Autrement dit, dans la création du genre féminin, le genre féminin est un prolongement du genre masculin. D'accord? Et ça, c'est terrible de dire un truc comme ça. Il n'y a pas d'identité propre. On a le sentiment qu'il n'y a pas d'identité propre. Il n'y a pas d'identité propre dans le sens où la femme est un prolongement même du masculin. Premier conflit. Alors, évidemment, moi je vous pose les choses, ça invite à des réflexions, etc. Mais je vous les pose comme ça, comme tel que ça, c'est le premier conflit. Mais vous vous rendez bien compte que cette notion de dire que finalement je viens de quelqu'un, d'accord, ça vient casser l'identité propre. D'accord, c'est tout le mécanisme de l'adolescence d'ailleurs. L'adolescence, c'est celui qui dit ça y est, papa, maman, je ne suis pas votre fille, je ne suis pas votre fille, j'ai une identité propre, laissez-moi tranquille. Et tous ces conflits, ils sont là précisément pour ça. Pour justement faire acquérir à l'enfant une identité propre. Et ce qui est insupportable pour un adolescent, c'est qu'on lui rappelle qu'il a son papa et sa maman. Ah, mais laisse-moi te faire un bisou devant l'école, ah, mais laisse-moi, etc. Non, j'ai pas envie. Laisse-moi être un individu en tant que tel. Chava n'avait peut-être pas cette possibilité-là. Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous dire? Viayou les basarechat, ça c'est autre chose. Je vous laisse à votre appréciation. Deuxième conflit de Chava. Chava, tout se passe bien. Viayou les basarechat. Bon, c'est le produit, c'est le prolongement de l'homme. Mais qu'est-ce qui va arriver dans l'histoire de Chava qui est insupportable à entendre pour un être humain? On a des bons points là de ce côté. Hein. Ça fait 2 fois que vous notez les bonnes réponses. Vehu im Sholbach. Avant l'histoire de Cain et Abel, c'est au moment là. Ouais, Vehu im Sholbach. Ah, terrible. On a enfoncé le clou. Non seulement Chava, tu n'as pas d'identité propre a priori, mais en plus de cela, Vehu im Sholbach. Littéralement, et désolé de vous dire ça, Vehu im Sholbach, et il dominera Bach en toi. Ah, terrible. Chava, elle est traversée par ces deux conflits. Chava, elle se dit, mais à quoi je sers si je suis l'appendice du genre masculin, et si en plus ce genre masculin me domine? Et quand Chava, elle tombe enceinte, et elle parvient à se dire, waouh, j'ai créé un homme. Kaniti ish et Hachem. Elle se place dans une position de créatrice. Elle se place dans une position c'est elle qui a créé quelque chose. Ça veut dire que celui dont elle se croyait le prolongement, dont elle se croyait inférieur, elle a dit, mais regarde, c'est moi qui l'ai créé. D'accord, c'est Frankenstein. On a le créateur et la créature. On a le créateur, Chava, et on a la créature. On a l'artiste et on a son œuvre. Et à partir de là, Chava, elle dit, ça y est, j'ai enfin résolu mon conflit. Kaniti ish et Hachem. D'ailleurs, cette phrase, elle est terrible, parce qu'elle semble mettre sur un même pied d'égalité Chava et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu m'a fait acquérir un homme. Il a résolu mon conflit interne. Il m'a prouvé que moi, j'étais en mesure de créer un être humain. J'étais en mesure de créer un homme, un ish, Velo isha. Un ish. Donc j'inverse ce rapport de force. De la même manière qu'il y a le créateur et la créature. Le créateur, c'est lui qui, entre guillemets, qui est mochel sur la créature. Ok? On comprend pourquoi, donc, ce que vient faire ici Chava. Mais Chava, elle vient faire une transgression terrible en tant que parent. Et ça, c'est le premier message. C'est qu'elle vient projeter la résolution d'un conflit interne sur son fils, sur ses enfants. C'est-à-dire que son fils en tant que tel, c'est plus son fils. C'est un objet qui lui permet de se sentir mieux elle-même. Kaniti ish et Hachem Cain, peu importe, t'es un objet, t'es la preuve que finalement l'homme ne me domine pas autant que ça. T'es la preuve qu'il n'y a pas que je ne suis pas une appendice. T'es la preuve que je suis le créateur, tu es la créature. Cain. Et de cette manière, on comprend qu'est-ce qui l'amène à ça. Parce qu'on lit le texte de la Torah, on s'interroge de bon, on se dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Kanitish, par quoi elle est traversée? C'est quoi son problème? Toute la psychiatrie, c'est ça. Hein. C'est qu'on arrive avec quelque chose qui sort de l'ordinaire, et on se dit, mais d'où ça vient? D'où ça vient? C'est quoi la racine de tout ça? Mais quelque chose de terrible arrive pour Chava. Et ce qui va arriver, c'est là, désillusion. Cette désillusion, c'est qui? Cette désillusion, c'est Hevel. Pourquoi? C'est intéressant parce que regardez, en plus dans la Torah,
Quand on lit dans la Torah, dans l'ordre, elle dit Kaniti Ishet Hashem, Vatosef la Ledet. Et ensuite, Vatosef la Ledet et Achiv. Elle a donné naissance à son frère. Là, on parle de frère jumeau. Je sais pas, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle a accouché, elle s'est dit toi, je t'appelle Caïn, et ensuite, il y en a un deuxième qui arrive. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais ce que je veux dire, que c'est peu importe comment ça s'est passé ou pas. La Torah, elle est en train de nous dévoiler que Chava, elle est traversée par ça. Au point où avant même d'accoucher de Hevel, d'accord, elle est capable de donner un nom à Caïn. Mais ce que ça vient nous dire aussi, écoutez bien, c'est que cette zvara, c'est-à-dire cette mentalité, cet état d'esprit de Chava n'était possible que tant que Caïn était unique. Pourquoi unique? Alors ça, c'est un concept qui est un peu subtil. Parce que ce qui fait la grandeur d'une création, c'est son caractère unique et inédit. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, on a appris qu'il y a eu un braquage au Louvre. D'accord? Ce qui fait la beauté d'une œuvre d'art, c'est qu'on a un tel niveau d'expertise, un tel niveau d'émotion au moment où l'artiste a créé son œuvre, qu'il n'est pas en mesure de le reproduire. Il y a des copies, certes, il y a des copies qui existent. Mais ce qui fait, on va dire, l'originalité, la grandeur d'une œuvre, c'est son caractère précisément original, inédit, authentique, qui fait qu'elle ne peut être reproduite. Alors oui, il y a des copies, mais on n'arrivera jamais Be'atzem à la reproduction identique de ce qu'on a dans les yeux. Et Chava, elle se dit, waouh, qu'est-ce que j'écris? Vatosef la Ledet. Et là, elle voit qu'il y en a un deuxième qui arrive. Elle dit, mince. Finalement, dans cette histoire, j'ai un jumeau. Hevel, c'est la première reproduction humaine. C'est la première copie, Hevel. Hevel, c'est le premier... ce que je veux dire par là, c'est la première réplique de l'humanité. C'est la première réplique. Mais qui vient quelque part créer une désillusion pour Chava. Chava, elle s'est dit, j'ai créé quelque chose d'unique. D'inédit, c'est moi. Kaniti Ishet Hashem. Et vient Hevel. Et Hevel, il vient rompre. Il vient créer une désillusion. Mais non, Chava, c'est un processus biologique, c'est une procréation. Tu es toi-même l'instrument de ce qui te traverse. Je n'ai pas l'instigateur. Vatosef la Ledet. Et on vient comprendre pourquoi Hevel, il n'y a pas de justification, parce que précisément ce que vient faire Hevel, c'est rompre toute justification. Tu as cru que ça avait un sens, tu as cru que ça te donnait une force. Ah ben Hevel, il arrive, Hevel Avelim. Tout ce que tu pensais, toute la proéminence que tu pensais avoir vis-à-vis de l'homme, Hevel Avelim. Pourquoi? Parce que précisément on a été capable d'en créer exactement un même. Un jumeau, génétiquement, c'est intéressant quand même. De manière génétique, on crée un jumeau, mais pour dire à Chava, arrête de te prendre pour une artiste. Arrête de te prendre pour une créatrice. Yesh Hevel. Et le Hevel, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient créer une désillusion, il vient casser justement toute cette havamina que Chava a. Et c'est pour ça que Hevel n'a pas de justification. Parce qu'il vient rompre toute justification. Hevel, c'est le néant. Il n'y a pas de sens. Arrête de trouver du sens. Arrête d'essayer de te justifier. Arrête d'essayer de croire que tu es quelqu'un. Non, Hevel. Hevel Avelim, tu es victime d'un processus. Tu es le produit de tes rencontres. Caïn ve Hevel. Et donc là, on a l'explication des deux prénoms. On a Caïn, qui est terriblement, en fait, qui résout le conflit de sa maman, mais qui lui-même est considéré comme un objet terrible pour un enfant. Terrible, c'est la preuve, c'est un trophée, mon enfant trophée. Ça, il y a un syndrome comme ça qui s'appelle le syndrome de l'enfant médicament. L'enfant médicament, c'est quand, chas v'sholom, il y a des maladies génétiques rares, et donc ce qu'on fait, c'est les parents vont avoir un autre enfant, pour essayer, on va dire, de faire des greffes, etc. Mais c'est-à-dire qu'on va donner naissance à un enfant pour pouvoir permettre la survie d'un autre. D'accord? C'est un peu ce qui se passe entre Caïn et Chava. Caïn, il vient penser les blessures de sa mère. Mais est-ce qu'il a une identité en tant que tel? Maman, qu'est-ce que je suis? Je suis un trophée pour toi. Je suis celui qui vient montrer que Vewim Sholbar, ça n'existe pas. Que Mitzar Otav, que t'es d'accord, t'es plus fort, t'es pas dominé, etc. Et Caïn, il est traversé par ça. Et Hevel, il vient, il casse toute cette dimension-là. À partir de ces déterminants dans l'enfance, de la compréhension même de l'identité de Caïn et Hevel, d'accord? Et on sait bien que le nom, il vient révéler justement l'identité propre de la personne. On va pouvoir même expliquer qu'est-ce qui va pousser à leur orientation professionnelle. La Torah, juste après les avoir nommés, elle nous dit, l'un il était Oved Adama, l'autre il était Roetson. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Caïn. Et là, je fais appel à ceux qui étaient là l'année dernière sur Korach. Korach, on a expliqué que dans son fonctionnement, Baïkar Korach, c'était quelqu'un qui prenait. C'est un opportuniste. Korach, il avait dans son fonctionnement cette envie de prendre. Caïn, c'est quelqu'un qui possède. Caïn, c'est l'incarnation du capitalisme. Caïn, c'est l'incarnation des processus de fusion-acquisition.
Caïn, c'est l'incarnation de la productivité. Caïn, il est là pour posséder. Il est là pour agrandir. Il est là pour dire j'ai. Hevel avait dit. Hevel, c'est celui qui est là pour contrebalancer et lui dire Gornish, tout ça c'est du vent. C'est du Hevel, c'est du néant. Tout ça c'est du vent. On a d'un côté le mathématicien et de l'autre on a le littéraire. On a d'un côté le rationnel et de l'autre on a l'artiste. Et là, pourquoi il est Oved Adama? Parce que précisément la terre, c'est un substrat brut qui permet de produire. Et d'où l'importance, on va voir que Caïn va apporter Peri Haaretz. Il va apporter justement ce pourquoi en fait il est né. Parce qu'il produit, il s'agrandit, il acquiert. Hevel, Hevel, il ne produit rien, le berger, il ne produit rien. Un berger, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on a eu les 7 Ushpizin à Sukkot, c'était tous des bergers. Parce que justement, il n'y a pas de matérialité dans tout ça. D'accord? Pas de matérialité, ils sont là, il n'y a pas de. Ça ne nous intéresse pas, la productivité, produire, etc. Non. Caïn, c'est un agriculteur. Oved Adama. Pourquoi Oved Adama? Parce que précisément, la terre, c'est quelque chose qui produit. La terre, c'est pas intéressant. D'accord? La terre, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de produire, parce qu'elle nous permet d'apporter. D'accord? Et donc, c'est ce que je vous explique. Pourquoi finalement, le fait que la Torah, elle vienne et elle nous dise l'un, il est Oved Adama, l'autre, il est Roaïtzon, là aussi, ça a aussi son importance. Ça vient nous décrire la juste continuité, des déterminants dans l'enfance. D'accord? On voit comment finalement on est orienté par ce qui s'est passé aussi dans l'enfance, par l'identité qu'on a voulu donner. On se pense original, on croit qu'on a choisi notre voie, etc. Mais finalement, Caïn, c'est le résultat de ce que sa mère a voulu lui donner comme identité. Et Evel, pareil. Caïn, Oved Adama, et Evel, il était Roetza. Et c'est ce qui va nous permettre d'aboutir à la fameuse histoire du Korban. Vayhi Miket Yamin. Vayhi Miket Yamin. Alors maintenant, écoutez bien, dans cette notion de Caïn, pour l'instant, on a élucidé 2 principes. Le principe de l'enfance, d'investiguer l'enfance, de comprendre les conflits internes de Chava, de comprendre ce que ça a donné au niveau de ses enfants, et de comprendre que ces déterminants dans l'enfance ont eu une incidence sur leur identité propre et sur leur profession plus tard. Ok? Maintenant, écoutez bien. On arrive sur l'épisode de l'offrande. D'accord? Alors, sur l'épisode de l'offrande, il y a quelque chose qui est très important en psychanalyse. Et du coup, moi, en relisant, après, ça m'a sauté aux yeux. Comme on l'a dit, Caïn, il apporte quelque chose. Donc Caïn, ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose d'original. Ça n'existe pas auparavant, ça n'existe. Hevel, que vient faire Hevel? Il vient lui dire, moi aussi, je vais faire pareil. Qu'est-ce qu'on est en train de rejouer là? Ça vous rappelle pas un épisode? On a quelque chose d'inédit, on a quelque chose d'original, on a un Chidush Baolam, et on a Hevel qui arrive et qui dit Waouh, en chidouche. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle la naissance. Et lorsqu'on a des scénarios qui se rejouent dans la vie, en psychanalyse, on appelle ça des schémas de répétition. Là, on a devant nos yeux un schéma de répétition, ce qui s'est joué à l'enfance. Caïn, il vient avec un chidouche baolam. C'est le premier homme qui est né d'une femme. Kaniti ish et Hashem. Et Hevel qui vient créer une désillusion. De la même manière, Caïn, il vient, il offre une offrande. Il dit, je fais quelque chose d'incroyable, une péri à Adama, c'est super. Et Hevel, il vient créer cette désillusion. De la même manière qu'il est venu créer cette désillusion chez Chava, en lui disant, ne t'inquiète pas, c'est pas toi la créatrice. T'es victime d'un processus biologique, d'accord, hormonal, d'accord. Mais c'est exactement ce qui se rejoue. Et ça, en psychanalyse, on appelle ça un schéma de répétition. Et en thérapie, en séance, parfois, dans nos vies, on ne se rend pas compte qu'on rejoue des scénarios. Et pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi ça chape comme ça? Mais ça, tu tournes en rond. Mais pourquoi je tourne en rond? Parce que précisément, je ne prends pas conscience de ce qui me détermine. Le pourquoi du comment. Et c'est à l'introspection, c'est à l'investigation de nos forces, de nos kochot hanefesh qui nous déterminent, que nous invite la psychanalyse aussi. Et ça, le schéma de répétition, c'est quelque chose qui se retrouve énormément. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conflits dans notre vie au quotidien, en vérité, qui ne sont que la reproduction, la répétition de quelque chose qui s'est produit parfois auparavant, et dans le domaine de la psychanalyse dans l'enfance. Est-ce qu'on n'est pas victime de nos propres schémas de répétition? Alors être victime, c'est pas le problème c'est de ne pas en avoir conscience. Le problème, c'est de tourner en rond. Ça vive Rechaim italachun. Rechaim, ça vive, il tourne en rond. Le problème, c'est de tourner en rond. Après, si tu avances, si tu as conscience que tu tournes en rond, au moment où tu prends conscience que tu tournes en rond, c'est que tu as arrêté de tourner déjà en rond. D'accord? Et ce que je veux vous dire par là, et ça, pour moi, c'est un chidouche cette année, c'est de dire que ce qui se passe là, la avodat à korbanot, l'histoire du sacrifice, c'est exactement ce qui s'est joué à la naissance. C'est exactement, on est en train de répéter le même schéma. Vayhi miket yamim.
Alors il va falloir expliquer ce Miketz Yamim. Ce Miketz Yamim. À la fin de quoi? Alors écoutez bien. Ça, j'en ai parlé dans Vaïkra. Je vous invite à, bon, si ça vous intéresse aussi, je pose la question des sacrifices, etc. Et en fait, là-bas, on explique, écoutez, Caïn, c'est un capitaliste. Caïn, c'est l'acquisition, fusion, fusion-acquisition. Caïn, c'est celui qui veut posséder le plus possible. Dans sa quête de posséder. Il va posséder la terre, les fruits de la terre, tout lui appartient à Caïn. Il y a une seule chose encore qui lui échappe. Qu'est-ce qui échappe à Caïn? Qu'est-ce qui échappe à Caïn? Quoi? Ça, c'est après. Mais ce que je vais essayer de comprendre, c'est la question qu'on avait posée. Qu'est-ce qui pousse Caïn à faire un korban? Qu'est-ce qui échappe à Caïn? Caïn, c'est le roi sur terre. C'est l'agriculteur, c'est le roi sur terre. Il contrôle les récoltes. C'est le roi sur terre, Caïn. Caïn à Mashbia. On dit Yosef à Mashbia, mais c'est Caïn. Qu'est-ce qui lui manque, Caïn? Il est traversé par ce fonctionnement de vouloir tout le temps et toujours posséder. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à posséder? Qui nous échappe? Qui n'est pas en lo gouf, en lo dmoutagouf, qui nous échappe, qui n'a pas de consistance. Oh, l'amour de sa mère, ouais, pourquoi pas. Non, mais plus loin que ça, si on parle d'un Chazakoubarou, mais c'est Dieu lui-même. Mais c'est Dieu lui-même qui lui échappe à Caïn. Mais Caïn, il a envie de posséder, dans sa quête de vouloir posséder. À un moment donné, quand tu arrives à la fin, et je vais vous dire, c'est quelque chose qui se retrouve même au niveau de notre société. Vous voyez les plus grands milliardaires, vous voyez Macron, Donald Trump, qu'est-ce qui leur prend à un moment donné de se dire, attends, je suis riche, j'ai tout dans ma vie, mais je vais me mettre tous les problèmes du monde et je vais devenir président des États-Unis, président de la France. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'après la matière, après le matériel, il y a quelque chose déjà de plus spirituel, il y a le kavod, le pouvoir. Et ça, le pouvoir, ça ne s'achète pas. Mais je vais aller plus loin avec vous. Après le pouvoir sur les hommes, il y a le divin. Il y a ce qui échappe aux hommes. Donc on est dans une juste continuité. Caïn, c'est le roi sur terre. Caïn, il possède tout. Evel, c'est un glandeur. Evel, c'est un glandeur, Evel. Caïn, il possède tout. Il a la richesse, il a le kavod. C'est l'aîné en plus. Qu'est-ce qui lui reste? Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la monnaie d'échange? On est dans du marchandage. C'est ça que je suis en train de vous dire. On est dans un kinyan en fait. Caïn, il est dans le kinyan, il reproduit le kinyan. Il arrive à la fin, il a tout connu, Caïn. Il a connu la richesse, il a connu le pouvoir. Qu'est-ce qui lui reste à saisir? Akadosh Baruch Hu. Il périt à Adama. C'est parti. Je vais y aller avec la monnaie que je connais, les fruits de la terre. Les fruits de la terre et Caïn. Dans cette démarche, il semblerait, ou du moins, il semblerait que ce qui l'ait poussé, la Torah ne le décrit pas, mais c'est dans la juste continuité de son fonctionnement. Il dit, voilà, j'arrive, maintenant il faut que je possède le divin. Et le divin, qu'est-ce qu'il aime? Il aime qu'on lui offre minchato, un mincha, un korban. C'est très utilitaire un korban. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il est là, il accepte pas. Et donc on comprend pourquoi Caïn il en est venu là. On comprend pourquoi, qu'est-ce qui lui a pris soudainement Caïn de nous faire un korban? Parce qu'il arrive à la fin de tout ce qu'il a pu expérimenter. Donald Trump, il arrive, il est riche, il a le pouvoir, et qu'est-ce qu'il veut de plus? Il veut devenir Moshe Rabbeinu. Il y a des trucs comme ça, on voit des images en tant que Messie et tout, etc. Mais en fait, c'est la juste continuité des choses. C'est la juste continuité des choses. Et ça transparaît directement dans Caïn. Ok. Maintenant, on arrive à la question centrale du Shiur. Alors, après avoir essayé de mettre en lumière les conflits maternels, qui se sont retrouvés, qui se sont projetés chez les enfants, on arrive avec l'impact sur l'enfance, sur les déterminants de leur identité propre, sur ce qui a conduit Caïn à faire un korban. On arrive à la clé de voûte. On arrive à la pierre angulaire du Shiur. Qu'est-ce que c'est que cette injustice? Allez, quand bien même Caïn c'est un capitaliste, quand bien même Caïn il a envie d'acquérir, quand bien même Caïn il est dans une démarche où finalement le divin ça l'intéresse pas, ce qui l'intéresse c'est d'être mécané, d'être dans l'acquisition du divin. Ok, et alors? Il vient, c'est lui le premier, à la rigueur n'accepte pas les deux, à la rigueur accepte les deux, ne fais pas cette différence, et si tu fais cette différence, ne fais pas cette injustice. Histoire à pas raconter à nos enfants. Mais pourquoi créer cette rivalité en fait? Pour aboutir à quoi? C'est ça le message de la Torah, créer des rivalités? C'est ça qu'on veut nous dire? Enfin c'est terrible, un parent qui voit qu'on a tous comme ça, parmi nos enfants. On sait qu'il y en a qui sont plus refifs que d'autres.
D'accord? C'est la nature, c'est comme ça. Et le rôle du parent, c'est d'être en mesure justement de ne pas faire de différence ou d'accompagner ça, mais pas de dire c'est toi le meilleur et c'est toi le. Peut-être que notre grille de lecture, peut-être que notre façon de voir les choses, elle est biaisée depuis le début. Alors je vais vous introduire ça. Nous, on en a déjà parlé dans le cours sur le Homer, Sfirat Homer. On en avait parlé. La clé, bon, on peut en trouver des clés, mais moi, la clé que je voudrais vous proposer, c'est une clé qui se trouve dans la Masechet Shabbat. Le traité de Shabbat d'Af Pechet Amud Bet, 88b. Au début, on a une braïta, dont d'ailleurs le grand Rabbi nous a déjà parlé. Tanu Rabbanan, Hane'ilavim ve'enam olvim. Ceux qui sont humiliés, qui sont victimes d'une humiliation. Ve'enam olvim. Et en retour, ils humilient pas. Shomarim herpatam. Ils entendent leur remontrance. Ah, c'est pas bien ce que tu fais. Non, c'est pas bien, j'ai pas aimé. Shomim ve'enam meshivim. Et ils répondent pas. Ah, naturellement, quelqu'un il essaie de te justifier au moins avant de lui rentrer dedans. Ok? Hane'ilavim ve'enam olvim. Shomarim herpatam ve'enam meshivim. Osin me'ava. Ils font la avodat Hashem avec amour. Ce qui les intéresse, c'est pas le Gan Eden qu'ils vont avoir, la place qu'ils vont avoir au Gan Eden, combien de miles ils vont cumuler quand ils vont arriver au secrétariat du Gan Eden. Bonjour, j'ai fait tant de mitzvot. C'est pas ça qui les intéresse. Aussi une me'ava. Ils le font par amour. Ça me fait kiffer. Moi, j'adore ça. Le limud Torah, c'est pour mon plaisir à moi. Ou smechin be'isurim, plus que ça. Non seulement ils font be'ava, ou smechin be'isurim. Quand ils ont des épreuves, ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Merci Hachem, Toda Rabba. Mizmor les Toda. Le Mizmor les Toda, on l'a fait dans tous les sens. Smechin be'isurim. Alehem hakatuv omer, ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Sur eux, il est dit, ve'ohavav, et mes bien-aimés, ils sont appelés mes bien-aimés. Ketzet hashemesh, ils sont comparables au soleil levant, parce que le soleil c'est bigvurato dans toute sa splendeur, bigvurato. Alors il y a beaucoup de mefarshim qui tentent d'expliquer, mais quel est le lien entre le fait d'accepter une humiliation, d'accepter des reproches, d'agir sous l'impulsion de l'amour et d'accepter les Isurim Me'ava et l'histoire du Shemesh, l'histoire du soleil. Il y a plein de mefarshim qui en parlent. Le grand Rabbi Levin avait rapporté d'ailleurs un pérouche qui a rapporté, il me semble, quand j'avais lu dans Sanhedrin. En fait, on explique que tous les matins, lorsque le soleil il se lève, vous savez que dans le monde entier, il y a des cultes qui sont liés au soleil. Et donc c'est un bisayon pour Akadosh Baruch Hu. Attends, le soleil il se lève et il dit je vais entraîner de l'idolâtrie, je vais entraîner de la Avodah. Il le vit comme une humiliation et pourtant ça n'empêche pas de se lever. Et il se lève. De la même manière que le soleil lorsqu'il se lève il est victime d'humiliation et pour autant ça n'empêche pas de le sauver. Il y a 6 mechupato, il y a 6 kekbor la routsurach. Le soleil quand il sort nous dit David Ameler, il se réjouit. Il va être humilié, on va faire de lui un culte, mais je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Il se réjouit malgré tout, il se réjouit, d'accord? Il y a un deuxième midrash qu'on nous rapporte qui est dans Yevamot, il me semble, et qui explique que finalement ça vient faire écho au fameux midrash, où c'est une Gemara. Vous savez, lorsqu'il y a eu la dispute entre le soleil et la lune, il ne peut pas y avoir 2 rois pour une même couronne. D'ailleurs, bizarrement, on se ligne de 2 rois pour une même couronne. Ça rappelle un peu l'histoire de Caïn et Abel. 2 hommes qui se battent pour une même cause. Qui va être accepté par Akadosh Baruch Hu? Et la lune qui vient en premier s'exprimer, qui dit il ne peut pas y avoir deux rois pour une même couronne. Puisque tu as parlé comme ça, je te réjouis. Il a été mémarit. Et le soleil dans l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Et on voit que parce que le soleil s'est tu, c'est un autre remez qui est donné. Il y a beaucoup de remezim, etc. Mais il y en a un qu'on avait développé dans Sfirat HaOmer et j'ai trouvé Baruch Hashem que c'est le Khatam Sofer qui en parle. C'est que ça vient nous dire quelque chose de plus grand. Une personne qui a compris que j'ai pas besoin d'humilier l'autre, quand bien même j'ai été humilié. J'ai pas besoin de me justifier ou de venir attaquer l'autre, quand bien même il m'a fait des reproches. C'est qu'il est dans une autre dimension. Il est au-dessus. Il a une autre lumière dans sa vie. Il a un autre état d'esprit. Et c'est ce à quoi je veux vous amener. On évolue dans une société, dans des repères, dans des carcans, où, et pour ceux qui ont vu la petite musique, le succès, c'est ce qu'il faut. Réussir. Le triomphe. Le succès. La gloire. On est dans la lumière. Pour tous ceux qui ont échoué, pour tous ceux qui ont raté, qui ont été confrontés à une désillusion, eux, on n'en parle pas. Ça, c'est le monde dans lequel on évolue. On évolue dans un monde d'efforts et de résultats.
D'accord? C'est en fonction du résultat que ça vient finalement révéler tous les efforts que tu as fait, à quel point tu es une bonne personne. Super. Tu mérites d'être dans la lumière. Quelqu'un qui est humilié et qui en retour ne l'humilie pas, c'est qu'il a compris que finalement il faut rejouer les cartes. On n'est pas dans un système, ou du moins le système spirituel d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un système où quand tu gagnes, quand tu réussis, tu es du bon côté de la grille. Non. Bedavka, c'est le contraire. Une personne justement qui est confrontée à un échec, qui est confrontée à une épreuve, qui est confrontée à une désillusion, sur cette personne justement il y a une lumière spirituelle qui retentit. Et une personne qui a compris ça, une personne qui est en mesure d'avoir compris ça, il a une lumière dans sa vie qui l'éclaire. Il a une lumière. Il n'a pas besoin d'humilier l'autre. Pourquoi? Parce que la lumière que j'ai lorsque je me tais, elle est bien plus grande dans ma vie. Elle replace en fait les pions, qui est bien plus profitable pour moi, qu'en fait de dire non, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison, je vais l'humilier lui. C'est qu'en vérité, tu parviens à débloquer quelque part une vision de la vie, une grille de lecture dans ta vie, où tu as compris que celui qui réussit, c'est pas celui qui a raison, ou qui semble dire devant tout le monde qu'il a raison. Et je vous avais dit, on avait parlé dans Sfirat HaOmer, quand vous voyez, la synagogue c'est rempli, Baruch Hashem, la synagogue c'est une centrale de quand vous voyez une personne, allez courir pour lui demander une bracha. Pourquoi je vous dis d'aller courir pour lui demander une bracha? Parce qu'il faut inverser les mentalités. Il faut inverser les mentalités. Et quand vous allez et on court pour demander une bracha à qui on a pris la place, à quelqu'un à qui on a pris la place, on est en train de rentrer dans les consciences que finalement le haïkar, c'est pas de dire j'ai raison, c'est ma place, c'est mon mizmor, c'est moi qui dois lire, laisse-moi, c'est moi. Non, arrête. Au contraire, tu renverses. Tu renverses. Tu as une nouvelle grille de lecture et tu comprends que la lumière de celui qui a été à Halouvim, que celui qui a été humilié, elle est plus grande que celui qui a humilié. À partir de cette idée-là, de ce renversement, qui on pourrait appeler ça, on en avait parlé au deuxième shiur, sur la paracha de Bo, on l'avait introduit dans les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC. On avait parlé du mécanisme de décentration, le fait de se décentrer, d'accepter que la perception de la réalité, elle peut être différente, et parfois le percevoir différemment, ça nous permet de mieux vivre les choses. Mais là, c'est marqué c'est une braïta meforeshet. C'est ça que je suis en train de vous dire. À partir de là, Caïn ve Avel, si on rejoue l'histoire, non seulement c'est pas une injustice, mais c'est surtout que Akadosh Baruch Hu est en train d'offrir à Caïn la plus grande lumière et la plus grande des opportunités. C'est pour ça qu'il vient lui parler après. C'est la plus grande preuve. C'est la plus grande preuve. Alors, exactement, vous m'avez bloqué dans mon élan, mais c'est la plus grande preuve. Je voulais y venir. C'est la plus grande preuve. Au moment même où Akadosh Baruch Hu, il dit « J'accepte celui de Hevel, je refuse celui de Caïn. Je t'humilie, Caïn, c'est injuste. Je suis en train de t'ouvrir une porte qui est beaucoup plus grande que celle que j'ai ouverte pour Hevel. Elle est beaucoup plus grande. C'est une lumière qui est beaucoup plus intense. La preuve de ça, c'est que précisément Akadosh Baruch Hu, il vient parler à Caïn. Et on l'a dit ensemble, il y a quelque chose qui cloche. Si Caïn, c'est le rachat, comment il peut mériter d'avoir cette darga, ce niveau-là? Im tetiv, c'est et. Si tu t'améliores, c'est et. Tu vas vaincre, non seulement tu vas vaincre, mais tu vas percer le plafond. Parce que toi, Caïn, tu es venu avec ta démarche originale. Quand bien même elle peut être motivée par un fonctionnement interne qui peut être discutable, quand bien même tu es venu, eh ben, je t'offre cette possibilité d'être plus haut que tous. D'être plus haut que tous. Im tetiv seet. Im tetiv seet. Et Akadosh Baruch Hu vient lui parler. Vient nous révéler que Caïn, peut-être qu'à cet instant, il a eu une darga beaucoup plus élevée que Hevel. Pourquoi? Parce qu'on a changé notre grille de lecture. Si on change notre grille de lecture, si on apprend à nos enfants, mon fils, ma fille, dans la vie, c'est pas celui qui réussit, c'est pas celui qui écrase l'autre qui mérite la lumière. C'est au contraire celui qui laisse sa place. C'est au contraire celui qui apprend parfois, même s'il a été humilié, il ne répond pas. Lui, si on apprend ça à nos enfants, alors l'histoire de Hevel, c'est plus une injustice. Au contraire, il a été récompensé. Il a été récompensé. Et Akadosh Baruch Hu vient lui voir et lui dit, et ça c'est la deuxième leçon qu'on a, enfin une autre leçon de psychanalyse, on voit que face à la frustration, la première chose que Akadosh Baruch Hu vient, c'est qu'il veut faire verbaliser Caïn, il veut lui dire parle, dis quelque chose. Il vient susciter le dialogue, mais il n'y a pas de dialogue. Caïn n'est pas en mesure de parler. Caïn n'est pas en mesure de parler. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ni Caïn ni Abel, on sait ce qu'ils diront dans l'histoire. À aucun moment, la Torah nous rapporte un des propos de Hevel ou de Caïn.
Caïn ne va pas se saisir de cette opportunité-là, précisément parce que, qui a vu vous avez vu la musique ou pas sur Caïn et Abel? Ah, vous l'avez pas vu. Bon, ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une petite musique. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'a pas compris malheureusement, qui ne l'a pas comprise. Mais ceux qui ne l'ont pas reçu, je vous l'envoie parce que, en fait, là-bas, j'explique que le problème de Caïn et Abel, c'est le problème de la svara initiale. La svara initiale, c'est qu'on pense que quelqu'un dont le korban a été accepté, il est tzaddik. Quelqu'un dont le korban il a été refusé, il est racha. Ça, cette dimension, cette façon de voir les choses, elle est enfantine, elle est immature. Elle est quand on est à l'école et qu'on a des bonbons, qu'on fonctionne avec un système de récompense. D'accord? Et en fait, dans la musique, entre guillemets, je l'explique un peu. Mais malheureusement, bon, je sais pas, la majorité l'ont pas compris, mais c'est pas grave. Bon, ce que je veux vous dire par là, en gros, c'est que le problème de fond, c'est un problème de svara. Et on va aller au bout de ce chiot. Au final, la dernière question, il y a une dernière question qui nous reste sur tout ça. On a compris que finalement, ce n'était pas une injustice. On a compris ce qui a déterminé depuis le début la différence des prénoms entre Caïn et Abel. Pourquoi l'un il a été appelé, l'autre il ne l'a pas été appelé. Parce que précisément sa nature c'est de Hevel, c'est le néant, c'est de venir créer une désillusion. On a créé finalement comment ça, on a essayé d'expliquer comment ça s'est retrouvé dans leur identité propre. Oved Adama, quelqu'un qui produit, qui est dans la production, qui est dans l'acquisition-fusion. Et l'autre qui est Hevel. Okay, on en est venu, on a compris Vaïri Miket Yamim. Caïn qui parvient à tout posséder, et le dernier échelon, le dernier grade c'est le divin. Qui vient avec cette originalité. Ce caractère inédit, et Akadosh Baruch Hu, c'est une injustice? Non, c'est pas une injustice. T'as mal compris comment le monde fonctionne. Ta grille de lecture, elle est fausse. Ta grille de lecture. Je vais dire une phrase un peu dérangeante, à prendre avec des pincettes. Mais peut-être que Akadosh Baruch Hu, quand il n'exauce pas notre filote, c'est le plus grand cadeau qu'il nous fait. Peut-être que Akadosh Baruch Hu, quand il n'exauce pas notre filote, c'est le plus grand cadeau qu'il nous fait. Parce qu'il nous donne la possibilité de croire pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il nous donne. Une personne qui s'est battue, qui a prié, qui a cru jusqu'au bout, il faut voir l'aïmouna évidemment, et qui a vu que cette fille-là, elle ne s'est pas réalisée, à ce moment-là précisément, il a cette opportunité de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il croit en lui pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il lui donne. Et ça, c'est une lumière beaucoup plus grande. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur de dire un truc pareil. Bah oui, parce qu'on est biberonné au premier niveau. Au premier niveau où tu pries, il y a du résultat, j'ai la Emouna, on est biberonné à ça. Ouais, c'est un peu dur. Ok? Bon, mais l'idée ici, c'est un peu de bousculer nos a priori, d'accord?